On repart donc. Alors, Bertrand, tu disais politique. Moi, il y a alors, ce tableau que je vous ai déjà montré d'ailleurs, on le doit à Liaison Sociale. C'est Opinionway, Liaison Sociale. Donc, vote au premier tour de l'élection présidentielle par proximité syndicale. Et à 44% des gens qui se disent proches de la CFDT, qui au premier tour ont voté Emmanuel Macron. Est-ce que ça, Bertrand, ça facilite pas quand même, ça complique pas l'équation de Laurent Berger et ça facilite pas l'entrée en négociation au premier tour? Il l'avait dit, 65 ans. Il était resté sur 65 ans au premier tour. Non, mais de toute façon, ce sera difficile. Vous avez la seule organisation. Oui, mais là, 44%, syndicale. c'est quand même. Et Macron, il peut venir aller voir Laurent Berger en disant dis donc, mon gars, tes gars, ils en veulent de la réforme. La CFDT, elle est comme tous les syndicats, ne contrôle pas ce qui se passe, en particulier dans les entreprises publiques, où vous avez des syndicats qui sont très, très autonomistes. Ouais. Donc, toucher aux retraites publiques pose toujours une difficulté. Et par ailleurs, il y a d'autres syndicats qui sont également très représentés dans la sphère publique et parfois majoritaires dans certaines entreprises publiques que je ne citerai pas, qui ne sont pas la CFDT et qui sont farouchement opposés et qui se battront jusqu'à la... Tu veux parler Force ouvrière, c'est 31% au premier tour encore. Au premier tour, 31% des gens qui se disent proches de Force ouvrière, ça doit leur par ailleurs, Blondel et autres, ils doivent se retourner dans leur tombe. Par ailleurs, 31% ont voté Marine Le Pen. Non, mais 31% ont voté Marine Le Pen. Je sais bien. Voilà. Et idem à la CGT. Bon, par ailleurs, le fait de voter Macron... 22% la CGT. Le fait de voter Macron ne veut pas dire qu'on est favorable à tout son programme, y compris la partie retraite. C'était quand même l'un des seuls trucs à peu près. L'un des seuls trucs à peu près significatifs, écoute. Là encore, la dernière étude de l'adresse est absolument passionnante, où on mesure complètement la totale méconnaissance et la mauvaise perception des futurs retraités sur leur retraite. Alors attends, dis-moi d'abord ce que c'est que l'adresse, je dois dire. C'est la direction des études statistiques de la Sécurité sociale. D'accord. Là, on n'est pas sur de l'étude a priori, c'est... alors, du moins, si, sur la perception, oui, mais sur les dates de départ, la situation avant la retraite, c'est la réalité. Et ce qu'on constate, c'est que les futurs retraités pensent qu'ils vont pouvoir prendre leur retraite à 64 ans et demi, voire un petit peu plus tard, alors qu'en réalité, l'âge moyen, c'est 63 ans. On voit qu'il y a 8% des futurs retraités qui pensent pouvoir partir à 60 ans en carrière longue, alors que la réalité, c'est 25%. On voit qu'il y a 65%... Tout ça aussi, ça devrait faciliter la négociation, ces chiffres-là, quand même. 65% des futurs retraités qui pensent qu'ils gagneront moins ou beaucoup moins, que leur train de vie sera beaucoup moins bon qu'en activité, alors qu'on l'a dit tout à l'heure, le train de vie des retraités est supérieur. Donc, là encore, ce monde de la retraite, c'est un monde d'angoisse et de méconnaissance de ce qui va se passer réellement. Et effectivement, c'est un obstacle aux réformes, alors que dans le quotidien, c'est vrai que les gens disent nous on voudrait partir à 60 ans, mais quand on les a en face de nous, et ça fait quand même 18 ans qu'on les a en face de nous, quand on leur dit 62 ou 63, il n'y a personne qui se lève et qui fait le tour de la table en hurlant en disant non, c'est pas possible, je veux partir à 60 ans. Au contraire, on a plus des gens, y compris dans des milieux employés ouvriers, qui disent pourquoi pas continuer avec une activité, et là encore, plutôt temps partiel, plutôt une activité différente, c'est pas un tabou. Pardon, mais parce que c'est une scène sur les accros au boulot. Loi des 35 heures. Bon, vous vous souvenez tous, loi des 35 heures en 2000. Je suis dans une rédaction, peu importe. Si vous vous en souvenez, vous pouviez refuser la loi 35 heures. Et vous étiez alors licencié dans les conditions d'un licenciement économique. Oui. Ad hoc. Bon, alors je sais pas si generis, si. Oui, voilà. Non, mais bref. quasiment pas contestable. En tout cas, quand vous étiez dans une grande maison, dans un grand groupe, avec derrière vous 40 ans de carrière, c'était un pactole qui pouvait être très important. Eh bien, des gars ne pouvaient pas, en fait, quitter le boulot. On voyait les délégués syndicaux qui, pour le coup, faisaient bien leur boulot et venaient leur dire « Écoutez, franchement, là, dans 6 mois, vous êtes à la retraite, refusez les 35 heures ». Je peux pas. Ah non, mais c'est un truc chaud quand même, pardon. La maison en question a des personnes à l'antenne de 75 ans ou plus. Oui, non, mais peu importe. Mais voilà, il y a quand même des comportements comme ça aussi, autour de la retraite et autour de la vision qu'on a du travail. Nicolas, comment est-ce que tu vois les équilibres politiques? C'est pas ton truc, ça t'intéresse pas? Parce que quand même... Je rejoins ce que disait Bertrand. Quand on regarde dans le privé, les syndicats
l'État, ils ont des habitudes de paritarisme. On regarde la GER-Carco, ils ne sont pas d'accord au début, ils négocient, ils se projettent à 15 ans. C'est quelque chose de très important. Ils pilotent le régime à 40 ans, ils prennent leurs décisions sur un horizon de 15 ans. Ils prennent toutes les bonnes décisions. Les syndicats salariés, les syndicats d'employeurs, ils ont mis des points, ils ont des réserves. En ce moment, je vous disais, il y a 10 mois de réserve. Alors, il pourrait y en avoir plus, et ça se fait sans heurts, sans mettre personne dans la rue. Et d'ailleurs, plus on se rapproche de l'État, quand on va à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, où là, l'État est plus prégnant, la prise de décision, elle est beaucoup plus chaotique. Ouais. Et quand on va au niveau de l'État, c'est là qu'il y a un problème. Parce que, comme je vous le disais, l'État a démantelé ses caisses de retraite en 1853. Ça veut dire qu'il n'y a plus de caisses de retraite où les gens discutent, confrontent les opinions, font la synthèse et passent à l'action. Et cette absence de caisse de retraite dans l'État depuis 170 ans, ce qui est une anomalie, ça vous explique tous les problèmes. Tu sais, Nicolas, je sais même pas, en fait, je comprends ce que tu dis, mais je sais même pas ce que ça veut dire, en fait, ce que tu dis, caisse de retraite. Eh bien, ça veut dire que... C'est-à-dire qu'il y avait une caisse de retraite de la fonction publique, comme il y a la CNAV, comme il y a la caisse de retraite des indépendants, dont j'ai oublié la CIPAV, etc. Tout à fait. D'accord. Et donc, c'était syndicats et représentants de l'État. Il y avait des caisses ministère par ministère. Tu avais les caisses de la douane. Tu avais les caisses des marins. Alors, tout le monde connaît la caisse des marins, c'est celle qui a été... Et les gars se mettaient autour de la table pour essayer de trouver des équilibres. Exactement. Et ça, on l'a plus. Et l'État ne fait pas ça. Il n'y a pas de DRH dans la fonction publique qui gère l'enjeu retraite. Il ne se comporte pas comme un employeur responsable. Vous avez aucun employeur en France qui pourrait être aussi ubuesque que l'État. Alors, ça nous amène où sur l'idée de la négociation, justement ? Le vrai problème, c'est que l'État, quand il centralise, il négocie avec le Parlement. Et le Parlement, c'est des gens qui sont élus pour 5 ans et qui ont une vision très court-termiste. Il y a 2 chambres. Alors, si on rentre dans les détails, on connaît tous l'Assemblée nationale. Il n'y a plus aucune technicité retraite à l'Assemblée nationale. Ils ont démantelé leur caisse de retraite. Ils ont rendu les capitaux à l'État en demandant à l'État de leur servir. Le seul endroit où il y a de la technicité sur les retraites, c'est au Sénat. Ils ont leur caisse de retraite qui fonctionne pour les sénateurs, qui fonctionne pour les employés du Sénat. Et eux, ils savent se projeter dans le temps long. Qui doit être parfaitement bien gérée et excédentaire. Elle est très bien gérée. 200 millions de cotisations et 2 milliards de réserves. C'est vrai ça ? Peut-être plus. Non, c'est plus. 3 milliards. C'est 1,5 milliard. 1,5 milliard. Et en fait, c'est très intéressant parce que les retraites du Sénat sont plus généreuses que celles de l'Assemblée nationale et coûtent moins cher aux contribuables. Pourquoi ? Parce qu'ils ont placé l'argent. Et les retraites du Sénat, elles sont à moitié payées par les dividendes et les plus-values, à moitié payées par l'argent public, alors qu'à l'Assemblée nationale, c'est tout payé par l'argent public ou par le contribuable. Alors, sur les négociations, Bertrand, j'avais quand même une question particulière sur le climat social, sur les partenaires sociaux. Donc là, il y a eu en bas bruit pendant la campagne présidentielle des négociations sur le paritarisme, sur la place et les règles de la négociation interprofessionnelle, des partenaires sociaux qui veulent reprendre un peu la main et définir eux-mêmes les thèmes des négociations de manière autonome. Est-ce que là, ils n'ont pas une carte très particulière à jouer, à rejouer à nouveau, vu l'émiettement, l'éclatement façon puzzle du personnel politique ? Et la disparition des partis historiques, enfin bref, tout ce qu'on a raconté depuis quelques mois. Les partenaires sociaux, ce ne sont pas des institutions qui se portent très bien non plus. Elles non plus, oui. Voilà. Donc, oui, mais elles ont une forme de légitimité que personne, j'ai l'impression, ne leur conteste quand il s'agit de négocier, quand il s'agit de prendre la parole. Oui, et puis elles ont aussi l'utilité que la décision ne soit pas concentrée uniquement au sommet de l'État. Quand l'État reprend une négociation des partenaires sociaux un petit peu douloureuse socialement, c'est quand même beaucoup plus facile de le faire ensuite avaler, si je puis dire, à la population. Bon, sauf que dans la question qui nous intéresse, on est quand même beaucoup sur la question des retraites publiques, qui sont totalement en dehors du champ de ce genre d'accord interprofessionnel. Bon, donc ce qu'essayent de faire les partenaires sociaux... C'est là que ça va coincer, c'est sur les retraites publiques. Oui. C'est ça la conviction. Voilà, en fait, il faut bien voir que les agendas sociaux là, qui sont déterminés dans cet accord interprofessionnel, implicitement ne prennent pas en compte la question des retraites du secteur privé. Tout le monde a considéré que c'était un grand sujet de l'État, des finances publiques en général, qui vont bien au-delà de l'État, avec une grande, comme il a été rappelé, une grande composante retraite publique. Donc c'est complètement hors champ. Ils essayent de se mettre d'accord plutôt sur les questions de formation professionnelle, d'emploi, peut-être de droit du travail, mais il n'y a pas énormément de grains à moudre à court terme. Peut-être que l'État renverra
à ces négociations interprofessionnelles les questions de pénibilité, parce que je ne pense pas que ça se décide uniquement dans un bureau ministériel. Donc il y aura peut-être du grain à moudre sur les akouskis des réformes des retraites. On peut imaginer ça. Mais ce n'est pas de ce genre d'enceinte que va comme ça, bottom-up, être générée une réforme des retraites. Je n'y crois pas du tout. Pas de regret, Emmanuel, parce que donc on est sur une réforme dite bêtement paramétrique. Voilà. Alors que la précédente campagne électorale, je le dis pour la régie d'ailleurs, on est revenu sur les retraites, enlevons l'agenda des partenaires sociaux, alors que la précédente campagne électorale nous promettait une réforme très ambitieuse, système à points, chaque euro cotisé donnera droit au même droit, quel beau slogan. Alors, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une différence de perception entre la réalité et le ressenti. Il y a un écart considérable sur les retraites. Pourquoi ? En grande partie à cause de cette complexité qui fait que personne n'y comprend rien, personne ne comprend comment ça marche. Là encore, il y a 80% des gens qui vous répondent que la retraite est calculée sur les 25 meilleures années, alors que ce n'est absolument pas le cas. Il y a cet exemple que je... Elle est calculée sur quoi ? J'en sais rien, Emmanuel. Elle est calculée sur quoi ? C'est une toute petite partie. On peut avoir deux personnes qui ont gagné le même salaire pendant 37 ans, entre 25 et 62, payés exactement les mêmes cotisations au centime près pendant 37 ans. En fonction de ce qu'ils ont fait avant, entre 20 et 25 ans, celui qui a validé ses trimestres en faisant des petits boulots va avoir ses 168 trimestres et il va avoir un certain montant de retraite. Celui qui n'a pas validé ses trimestres, peu importe la raison, celui qui a le taux plein aura 51% de retraite en plus que l'autre, alors que pendant 37 ans, ils ont payé les mêmes cotisations. Je paye 2% de cotisation en plus, j'ai 51% de retraite en plus. Je peux faire baisser ma retraite en payant des cotisations. C'est une histoire de fou. C'est totalement absurde. La réforme, disons, de loi... Répète-le, je paye 2% de cotisation en plus, j'ai 51% de retraite en plus. Sur la CNAV, la GER-Carco est déjà sur la totalité. Et on parle, comme tu le fais très régulièrement, parce que ça c'est un truc sur lequel tu insistes, tu as parfaitement raison, on parle de 30 ans de salaire. Parce de retraite. Mais oui, de retraite. Mais c'est c'est des montants considérables. 400 000, le deuxième va avoir 230 000. C'est considérable. Et dans ce système, qui est pénalisé ? C'est les femmes, en premier. Parce qu'elles ont eu des accidents de carrière. Parce qu'elles ont des carrières non linéaires, beaucoup moins. Les femmes à carrière complète, il y en a de plus en plus, mais ce n'est pas encore la norme. Et parce que dès lors qu'on a 5 années qui ne sont pas complète, on perd 25% du montant de sa retraite. C'est incroyable. Et on ne fait que constater, une femme qui reprend une activité à la cinquantaine, qui se met à temps partiel, elle va faire baisser sa moyenne des 25 meilleures années. Un professeur, entre le professeur qui donne des cours et qui se fait payer en chèque emploi-service, il fait baisser sa retraite. Celui qui donne les cours et qui se fait payer en espèces, lui, il n'a pas d'impact. Qu'est-ce que je dis, moi ? Je dis aux personnes de se faire payer en espèces. De se faire payer le chômeur qui est allé aider les agriculteurs en 2020 pendant un mois, s'il n'a pas eu 35 années au plafond de la Sécu, ou au maximum, en étant allé aider les agriculteurs, il fait baisser sa retraite. Est-ce que c'est juste ? On est dans un système qui est... Mais personne ne le voit. Et la réforme de le voit, justement, permettait de supprimer toutes ces anomalies et rendait le système lisible, clair et équitable. Donc c'est vraiment très, très, très... Tu dis que c'est à cause des avocats que ça a planté ? Les avocats font partie des premiers virulents qui ont manifesté, qui nous disent d'ailleurs encore qu'on va leur voler leurs réserves, sachant que la CNBF elle-même... C'est quoi la CNBF ? Chambre nationale du barreau français, a dit qu'ils vont dans le mur et en 2050, ils ont bouffé toutes leurs réserves. Ils commencent à être en déficit, je crois, en 2037. Et en 2050, ils n'ont plus de réserve. C'est la CNBF qui le dit, donc c'est pas moi. C'est fou quand même. Non, je sais pas, Nicolas. Oui. Moi, je trouve ça complètement dingue. C'est-à-dire que c'est l'inégalité fondamentale entre celui qui aura les moyens de se faire conseiller et celui qui ne les aura pas. C'est terrible. Et donc, tu amplifies et prolonges l'ensemble des inégalités de vie, l'ensemble des inégalités que tu as rencontrées pendant toute ta vie. Elles sont amplifiées et prolongées par le système. Mais pour autant... C'est antilibéral au possible, Nicolas, tu vois, Institut Molinari. Ma vision perso, c'est que la réforme qui consistait à faire un reset
on prend tout ce qui existe, on le démantèle pour faire une table rase, était une erreur, notamment parce qu'il y a 2 sujets en retraite. Il y a le sujet gouvernance. Qui décide? Dans quel cadre? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Agirc-Arrco, ils font du vrai paritarisme, ils ont pris les bonnes décisions. Depuis le début, ils ont des points, et ça a tous les avantages qu'on a évoqués. Depuis le début, ils ont des réserves. Parce qu'ils ont une habitude de dialogue intelligent. Non, je signale juste là, parce que là, c'est un peu plus fort que d'habitude, que vous inquiétez pas. C'est l'immeuble qui se rénove autour de nous. Vas-y, continue. Les pharmaciens, ils ont une bonne gouvernance, ils ont un régime en capitalisation collective, un régime en répartition collective, ça marche. Les RAFP, l'établissement de retraite traditionnel de la fonction publique, il y a une bonne gouvernance, il y a des points, c'est capitalisé, ça marche. La Banque de France... Donc toi, tu dis quoi? Il aurait fallu garder celle qui marche? Il fallait garder tout ça, et il fallait s'aligner sur ce qui marche. Et donc, pour s'aligner sur ce qui marche, il fallait demander à la CNAV de faire son job correctement. Pourquoi la CNAV n'a pas de points? Pourquoi la CNAV n'a pas de réserve? C'est étrange. Pourquoi l'État n'a pas de caisse de retraite? Pourquoi il n'y a pas de points dans les... Ok, pourquoi il n'y a pas de réserve? Emmanuel, qu'est-ce que tu réponds à ça? Non, je ne suis pas d'accord en fait. On a d'abord 40 régimes, c'est 40 systèmes informatiques, c'est 40 organes de gestion, c'est 40 fois la complexité. Les avocats qu'on citait ont eu pendant un certain temps, pendant quelques années, 30 taux de cotisation différents. 30 taux de cotisation différents. C'est totalement incompréhensible, ingérable. Et là encore... Oui, mais l'avantage de ce que dit Nicolas, c'est que justement, tu pouvais quand même réformer, comme tu le souhaites, la CNAV, c'est-à-dire la masse, et pas avoir la pollution de l'ensemble de ces petites caisses qui sont venues tuer la réforme. On aurait très bien pu faire un système, un point CNBF, ça a une valeur, un point des libéraux, ça a une valeur, un point des pharmaciens, ça a une valeur, un point Arco-Agirc, ça a une valeur. On aurait très bien pu dire, et ça c'était techniquement assez simple, de dire, bah tiens, on va faire un point unique déjà pour toute la partie complémentaire, une première étape, et ensuite, au fur et à mesure qu'on aurait convaincu les Français que finalement c'était plutôt pas mal un système par points, penser à transférer progressivement la CNAV, qui est beaucoup plus compliqué parce que passer du système actuel, salaire annuel moyen brut, annuité, à un système par points, là il y a une vraie difficulté à percevoir la différence. Bertrand, un avis là-dessus sur Bon, on préfère une réforme paramétrique basique, comme on vient de la décrire, plutôt qu'une réforme d'ampleur qui réduirait les inégalités? La réforme d'ampleur n'était pas compréhensible, faisait des gagnants et des perdants. Ouais. Y compris d'ailleurs dans les carrières fractionnées, parce qu'il ne faut pas non plus caricaturer le système actuel malgré tous les défauts que vous avez rappelés. Il est quand même relativement généreux sur la validation des trimestres. Il faut quand même assez peu, même les chômeurs souvent, de toute façon les chômeurs valident des trimestres, de toute façon quand ils sont indemnisés. Voilà, il ne faut pas imaginer qu'il y a d'un côté les nantis qui bénéficient du système et puis les autres qui ont des carrières intermittentes et qui sont totalement perdants. Le système actuel permettait déjà de récupérer pas mal de précaires. Donc je pense que c'est un bilan avantage. Je pense que intellectuellement, la réforme qui était faite, s'il avait fallu repartir de zéro, c'est peut-être la réforme qu'il fallait faire. Mais sachant qu'on était sur un paysage qui était extraordinairement compliqué, avec des régimes plutôt bien gérés, des régimes moins bien gérés ou pas gérés du tout, etc., je crois qu'une réforme paramétrique, maintenant, est ce qu'on peut faire de mieux. Et je veux qu'on parle, il faut qu'on parle de... Non, vas-y Nicolas, mais il faut qu'on parle de capitalisation aussi, parce que c'est un de tes grands combats. Pour clore sur la réforme qui était proposée, on a bien vu que les mêmes partenaires sociaux qui défendaient les points dans le cadre de l'Agirc-Arrco, quand on se transposait dans le régime universel, étaient contre. Et ça vous montre que la Caisse et son conseil d'administration, sa gouvernance, c'est quelque chose de clé. Et si vous faites un grand machin public, tout le monde est contre. Et plus personne n'est positif. C'est l'âge pivot qui a suscité la colère de Laurent Berger. Laurent Berger demande la CFDT. C'est vrai, non mais il a raison. Un système par points depuis très longtemps. C'est eux qui sont les plus conscients de ces anomalies, de ces injustices. Mais effectivement, et c'est vrai qu'ils sont sentis trahis par l'âge pivot en plus. Il n'y aurait pas eu l'âge pivot. La CFDT partait avec la réforme, avec probablement plein de petites choses à négocier. Et c'est très bien et c'est normal. Et ils font plutôt bien leur job. Donc c'est la faute d'Édouard Philippe. Bon, capitalisation, Nicolas. C'est le vrai angle mort. C'est le vrai angle mort. Pourquoi ? Parce que clairement, la recommandation standard des économistes, pour des raisons de performance et de risque, c'est d'avoir un pilier en capitalisation collective aux côtés du pilier en répartition collective.
Aujourd'hui, on a la répartition, c'est 98% des cotisations, des prestations retraite, et on a 2% de capitalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'organisent eux-mêmes dans leur coin. Alors certains prennent l'assurance vie, certaines utilisent le plan d'épargne retraite, les préfonds, toute une série de produits. D'autres utilisent même le livret A, qui est l'antithèse du produit retraite, parce que c'est vraiment un produit court terme, et quand vous êtes à préparer la retraite, vous êtes à 20 à 30 ans. Et la capitalisation collective est sous-développée. C'est quoi la capitalisation collective? C'est ce qu'on appelle les fonds de pension. Alors il y en a, il y en a à la Banque de France, on en a parlé, il y en a au Sénat, il y a l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique qui couvre 4,5 millions de fonctionnaires, qui est une pépite, qui a été créée en 2003 par la loi Fillon. Les gens placent une partie de leurs primes. L'État abonde et c'est placé. Ça rapporte 5,4% par an depuis la création. Ah oui, 5,4% par an. Avec la CGT au conseil d'administration. Avec la CGT, avec tout le monde d'accord. La GIRC a 5 à 7% de rendement avec la CGT au conseil d'administration. Et ça, c'est BlackRock qui s'en occupe? Non, sérieux. Mais il y a des appels d'offres. Forcément. Bah oui, oui. Tous les gestionnaires d'actifs veulent en être. Bien sûr. Ils acceptent de baisser leurs frais. Et quand on regarde les frais de fonctionnement et les frais que négocient les RAFP, mais c'est le meilleur produit d'épargne. Et c'est géré de façon collective et c'est simple. Le vrai sujet, c'est de généraliser ça pour tout le monde. Le corps nous dit les retraites qui coûtent 14,7% du PIB, elles nous coûteront entre 12 et 13%. Ça veut dire qu'il y aura moins pour les prochains retraités. Alors, certains s'organisent déjà de façon individuelle, mais il faut que la masse soit couverte par une capitalisation collective. Aujourd'hui, ça existe dans le secteur public. Tous les fonctionnaires en ont, il faut la faire monter en puissance. Et nous, ce qu'on appelle de nouveau à l'Institut économique Molinari avec Croissance Plus, c'est de faire la même chose dans le secteur privé. Il faut qu'à l'Agirc-Arrco, à côté du régime par répartition en points avec des réserves, il gère une capitalisation collective pour tous les salariés. Et ça, c'est clé, parce que c'est ce qui vous permet de financer la retraite avec des cotisations qui sont plus productive, parce que la cotisation, au lieu d'être l'entièreté de la retraite, elle est placée, elle vous permet de capter des dividendes, elle vous permet de capter des plus-values, donc vous avez une retraite moins chère, ça préserve la compétitivité, ça préserve le pouvoir d'achat, et accessoirement, vous avez plus de capitaux investis dans l'économie, et ça c'est bon. Je dois avouer, mais il y a eu des tentatives quand même. Et alors, je dois vous avouer mon ignorance totale de l'ensemble de ces dispositifs qui pourtant devraient me concerner au premier chef. Mais alors, j'ai jamais été regardé, en fait, tellement ça paraît complexe. La difficulté... Bruno Le Maire a fait un truc récemment, là. La difficulté, c'est la période de transition. C'est-à-dire que dans un système démographique plutôt en déclin, on va dire, le système par capitalisation, de toute façon, est supérieur au système par répartition. Donc, créer un système par répartition en 1945, au moment du baby-boom, c'était une idée absolument géniale. Maintenant, il aurait fallu, en fait, pendant des années, pendant des décennies, aboutir au schéma de Nicolas, c'est-à-dire un schéma dual. À partir du moment où on est maintenant dans un état vieillissant, avec des prélèvements obligatoires gigantesques, se pose la question du double système. C'est-à-dire, si on veut mettre en place un système par capitalisation ambitieux et pas anecdotique, se pose la question du double financement avec des cotisations dédiées, donc des cotisations supplémentaires. C'est pas facile à mettre en place ce système. Oui, mais on l'a fait. On vient de le faire pour les fonctionnaires. Les RAFP, ça a été en fait 2003, en 2003. Oui, c'est vrai. La gestion, ça a commencé en 2006. Ça s'est fait sans aucun problème. Et tout ça s'est fait avec une cotisation supplémentaire. Ça reste très marginal sur le montant des retraites. Au début, ils l'ont fait sur les cotisations sur les primes, en fait, qui auparavant n'étaient pas soumises à cotisation. Voilà. Et c'est une discussion qu'on a eue avec Nicolas. Tout le problème là-dedans, c'est... Si on voulait que 30% des retraites soient versées par la capitalisation, ça veut dire qu'il faudrait accumuler 3 000 milliards d'euros sur les fonds de capitalisation. D'accord, 150% du PIB. Non, pour donner une idée, on est à 1600 milliards par exemple sur les fonds d'assurance vie qui pourtant ont un énorme succès depuis très nombreuses années. Absolument. Voilà. Donc effectivement, c'est considérable. La question, c'est comment on peut faire ça sans venir rajouter des charges sociales sur les entreprises à une époque où on vient péniblement, Macron 2017, de baisser de 3 points les charges sociales et où on a redonné de l'attractivité à la France au moment où on veut réindustrialiser la France. On parle des impôts de production, mais on sait que les charges sociales, c'était un point majeur. Donc, alors, finalement, si effectivement, demain, on a un passage à l'âge égal à 65 ans, comme je disais, ça va dégager des réserves. Alors, côté CNAV, on peut imaginer qu'il y a une baisse des charges sociales.
j'y crois pas trop, on l'a rarement vu une baisse des charges sociales sans contrepartie. En réalité, et ça a été un petit peu dit, on va financer, les petites retraites, 2, on va financer la dépendance. Et puis, ça peut donner des marges de réserve aussi, de ressources pour l'assurance maladie qui, comme on l'a dit là encore, va avoir des gros besoins. Ensuite, est-ce que l'AGIRC, qui lui va dégager des très grosses réserves, des très gros excédents, si on passe à 65 ans ou 64, dira tiens, moi je prends, plutôt que de gonfler des réserves, on va mettre 1% sur un AGIRC bis qui lui serait par capitalisation, et à ce moment-là ça permettrait de le faire. Mais si c'est pour augmenter les charges sociales des entreprises, ça sera très difficile à faire passer. Nicolas ? On est dans la bonne conjoncture. Pourquoi ? Parce que clairement, on va reculer l'âge de la retraite, donc ça va permettre de combler les déficits, de restaurer des marges de manœuvre à certains endroits. Et on est aussi dans la bonne conjoncture parce que, concrètement, l'État s'endette à taux nul. Et quand les sommes sont placées, on voit bien, les RAF, ça rapporte 5,4%. Au fonds de réserve des retraites qu'on vide bêtement, ça rapporte 4%. Et donc, concrètement, il y a une fenêtre de tir pour dire, on baisse certaines cotisations pour que les salariés puissent épargner. Dans une capitalisation collective, on peut baisser par exemple la CSG-CRDS, une fois qu'on aura restauré les équilibres financiers. Pareil, on peut supprimer un peu d'impôt de production qui handicape la fiche de paie côté patronal et qui ne crée aucun droit spécifique. Et ça, on le placerait dans un établissement de retraite. C'est à long terme, quoi. C'est quand même une vision à très long terme avant que tu arrives à des sommes significatives. Bien sûr, ouais, mais il faut enclencher la démarche. Ouais, c'est ça. Et ce genre de démarche, ça vous fera une montée en puissance sur 40 ans. Alors, c'est pas immédiat, mais c'est ce qu'il nous faut. Et c'est réaliste. Il faut y aller. Enfin, quand même, baisser les cotisations, ce serait pas absurde. Non, c'est-à-dire que l'un des grands sujets, j'ai presque envie de dire, moi, parfois, le sujet de tous les sujets, c'est bien la différence entre le salaire net et le salaire brut. Tout le sujet pouvoir d'achat, tout le sujet travailleur pauvre, c'est bien la différence entre le salaire brut et le salaire net et le salaire brut. C'est x2, 1000 euros de net sur le compte en banque, c'est 1000 euros de charge pour l'entreprise. Et cotisation retraite, c'est combien c'est 28%, c'est la moitié, en fait, un peu plus de la moitié de ça. En fait, quand on regarde... 28% des prélèvements. Du brut, oui. Quand un entreprise... 28% du brut. Du brut. Oui. Du salaire brut. Oui. Ouais. Quand un employeur en France dépense 100 pour son salarié, il y a au mieux 51 dans la poche du salarié. En Europe, c'est pas 51, c'est 58. On a 7 points de différence. Et ces 7 points de différence, c'est en grande partie lié à notre choix du taux répartition. Pourquoi ? Parce que quand on finance la retraite en répartition, pour distribuer 100 de retraite, il faut prendre 100. Bien sûr. Quand on finance la retraite en capitalisation, pour distribuer 100 de retraite, il faut prendre 50 ou 33 selon les périodes et les économistes. Enfin, il faudra dans une dizaine d'années si jamais on arrive à mettre un système en place. Et donc c'est clé. Et nous, on est profondément handicapés par rapport aux pays type Pays-Bas qui ont beaucoup de capitalisation parce que on est obligé d'appeler plus de cotisations pour la même retraite, ce qui nuit à la compétitivité et ce qui nuit au pouvoir d'achat. Bertrand, un mot de conclusion ? Non, mais s'il fallait Après ce débat absolument passionnant. S'il fallait refaire le régime de retraite, encore une fois, s'il fallait refaire le régime de retraite dans le contexte démographique d'aujourd'hui, on n'aurait pas fait le régime de 1945, évidemment. Ouais. Et on aurait fait un mélange de capitalisation et de répartition. Maintenant, effectivement, comme le dit Nicolas, les excédents qui vont être faits, enfin, qui sont déjà prévus, mais qui pourraient être encore accrus avec une réforme paramétrique, pourraient en partie être utilisés pour mettre de côté, effectivement, des cotisations et mettre en place des fonds de pension à la française, oui. Je pense que tout le monde aurait y gagné. Et puis, à l'arrivée, on aura peut-être un petit peu moins d'angoisse, parce que c'est ça aussi qui est important, finalement, Emmanuel, si on se retrouve avec des excédents partout. Ça va peut-être calmer nos angoisses, et c'est pas plus mal non plus pour la stabilité. Les riches, ils sont voilà, pour la stabilité d'un pays. Merci beaucoup. Merci à vous, et on se retrouve évidemment très bientôt sur Bismart.